faire un petit point d'étape sur la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. Comme je vous l'ai dit, j'ai malheureusement une petite contrainte de temps, donc je dois partir d'Anne Cara à 35. Donc dans 25 minutes, une demi-heure, on aura le temps de faire un petit tour sur la question. Je ne reviens pas sur la grande histoire des expositions universelles en France. Vous vous rappelez par vos livres d'histoire ou par des témoignages familiaux que ces grandes expositions universelles ont démarré en 1855 et puis la France a organisé celle de 1867, 1878, 1889 et 1900 et cette grande saga qui a traversé la deuxième partie de l'ère industrielle a fortement marqué notre pays, à la fois par des monuments, par des marques, par des progrès dans le domaine économique, social, scientifique. Donc les expositions universelles, cette grande trace des expositions universelles a été extrêmement structurante. Et je pense qu'une partie de la croissance, du développement du XXe siècle doit beaucoup à cet héritage des expos universelles de l'ère industrielle. Et on a encore aujourd'hui près de la moitié des grandes entreprises françaises qui ont dans les expos universelles l'ADN de leur histoire et de leurs projets et de leurs premières découvertes. On a amené, quand j'ai fait un tour de table de partenaires financiers pour la candidature française, de voir combien il y a dans ces grandes entreprises, chez Michelin, à la RATP ou ailleurs, chez Renault et dans toutes ces grandes entreprises, un point de départ, une genèse, un enclenchement qui a été un brevet, une médaille, une invention au cours des expositions universelles du XIXe siècle. Voilà, et donc il y a quelques années, en 2010, en regardant un peu le contexte et le bénéfice de ces grands moments de progrès et d'innovation, je me suis dit pourquoi finalement, les mêmes causes pouvant produire les mêmes effets, pourquoi ne pas réitérer une exposition universelle 115 ans, 110 ans après celle de 1900, sachant que voilà, ces expositions, ces événements étaient vraiment des trajectoires de développement et d'innovation, et que le levier de l'industrie à l'époque existe aujourd'hui avec le levier numérique, le levier de la nouvelle économie, et que le même élan mérite d'être pris aujourd'hui pour requalifier notre pays dans un monde qui change et dont on a besoin, par rapport auquel on a besoin de se positionner. Donc en 2010, je suis parti à l'Expo universelle de Shanghai pour voir un petit peu qu'est-ce qu'était devenu une expo universelle, comment elles avaient évolué et est-ce qu'elles étaient encore finalement un véhicule ou un espace d'innovation comme ça avait été le cas au XIXe siècle. Et voilà, je suis revenu assez convaincu de la pertinence de ces grands événements, mais assez déçu par l'évolution. Ces pavillons nationaux qui isolent en fin de compte les pays dans une architecture fût-elle audacieuse, mais qui néanmoins trahit une absence de profondeur, d'épaisseur dans la prospective et dans l'innovation. Donc je suis revenu avec cette conviction que si on voulait monter une exposition universelle au XXIe siècle, il fallait profondément revoir le modèle tout en s'inspirant de ce qu'avait été la genèse de ces grands événements, c'est-à-dire vraiment mettre un vrai pied dans le futur, faire de la pédagogie et mettre tous les pays à un pied d'égalité et enfin combiner l'économie et la culture, les beaux-arts et l'industrie, la culture et le numérique aujourd'hui. Et donc pour ce faire, j'ai mis en place 3 groupes de travail entre 2012 et 2014. Un groupe de travail qui a été composé par une douzaine de grandes écoles et universités avec 1000 jeunes, moitié français, moitié étrangers, pour leur dire voilà, c'est votre génération qui sera aux manettes en 2025, c'est votre exposition universelle, c'est celle d'une génération. Donc à vous de revisiter un peu tous les compartiments des expositions universelles, l'innovation, le financement, le modèle dans l'insertion géopolitique, etc. Et de faire des propositions sur qu'est-ce qu'une exposition universelle au XXIe siècle, en partant de ce que c'est au départ, et ce que j'ai précisé il y a quelques instants. En leur disant, voilà, allez au bout de votre logique, ne regardez pas les expos d'aujourd'hui, regardez vraiment ce qui motivait nos ancêtres au XIXe et repartez sur cette même audace, cette même créativité, cette même ambition.
Et puis j'ai monté un deuxième groupe avec une vingtaine de grandes entreprises françaises, voilà, en leur demandant dès le départ de mettre un peu d'argent dans le système. Donc, ça m'a permis de réunir 3-4 millions d'euros dès 2012 et de construire avec elles des groupes de travail sur ces mêmes chantiers, le modèle économique, l'innovation, la recherche, l'international, et d'avoir l'avis comme ça de l'économie et de nos grandes entreprises. Et puis un troisième groupe un peu particulier, qui était une mission parlementaire, de ce qu'on appelle la conférence des présidents, une mission parlementaire demandée par tous les présidents de groupe à l'Assemblée nationale, ce qui confère à une mission parlementaire le plus haut niveau d'engagement et d'action politique. Et tout le monde a travaillé. Tout le monde a travaillé pendant 3 ans, jusqu'à fin 2014. Et fin 2014, on a fait converger tous ces travaux, ceux des jeunes, ceux des entreprises, ceux des parlementaires, et on a construit un certain nombre de recommandations, d'idées pour une nouvelle exposition universelle en 2025. Et à partir de ces recommandations qui fusionnaient, qui étaient plutôt assez proches en termes d'idées, remettre vraiment l'innovation au cœur, supprimer le système des pavillons nationaux, avoir une exposition en réseau qui ouvre sur le monde entier, pouvoir faire des populations, des acteurs sur les contenus d'exposition, en faire l'exposition de toute la France, et ne pas cantonner l'exposition à un seul site en France, etc. Donc toutes ces conclusions ont été réunies, et dans la foulée, le président de la République, c'était donc fin novembre 2014, a annoncé dans une émission un soir que la France serait candidate, effectivement, à l'exposition universelle de 2025. Et donc en 2015, on s'est retrouvé dans une autre configuration, celle d'une candidature officielle à une exposition universelle. Et là, la donne a changé complètement. C'est-à-dire que d'un projet qui réunit quelques acteurs, il faut en faire un projet national, un grand projet national. Donc ça pose toute une série de questions qui sont à la fois des questions sur la configuration de l'expo, quelle exposition on peut vraiment faire. Et donc demain, on présentera à l'Assemblée nationale les premières images de la configuration de l'exposition universelle. Vous le retrouverez certainement dans la presse dans les jours qui vont suivre et sur les différents supports internet, et notamment celui d'Expo France 2025. Donc on va présenter ce qu'on appelle le village global, c'est le cœur de l'exposition, avec des idées extrêmement neuves, extrêmement nouvelles sur justement cette construction au XXIe siècle d'une expo universelle qui n'a rien à voir avec celle qu'on connaît jusqu'à présent. Le deuxième sujet, c'était de construire un budget de candidature. Vous savez, dans toutes ces grandes opérations, les budgets de candidature sont extrêmement lourds. Et la discipline qu'on s'était donnée, que je m'étais donnée dès le départ, c'était de ne pas demander d'argent public, pour que justement l'idée et l'audace d'un projet comme celui-là retrouve un peu renoue avec ceux des grands entrepreneurs industriels du 19e qui montaient les expos universelles sans argent public. C'était vraiment le travail des ingénieurs, le travail des artistes, le travail des entrepreneurs que de susciter ces dynamiques d'exposition universelle. Et les Français préfinançaient l'exposition universelle par des grands emprunts obligataires, des grands systèmes de souscription qui faisaient qu'il y avait vraiment une vibration entrepreneuriale. Ce n'était pas une affaire de subvention. Et c'est pour ça qu'il y avait une vraie dose de folie dans ces événements et dans ces opérations à l'époque. C'est que voilà, c'est pas un compromis politique, c'était pas une affaire d'argent ou de subvention, c'était vraiment des sujets d'entrepreneurs, d'inventeurs, d'artistes qui construisaient, qui développaient ces grandes expositions universelles. Et donc la discipline que je me suis fixée dès le départ, c'est pas d'argent public, ni dans la candidature, ni dans l'opération en tant que telle. Et donc, voilà, j'ai pu réunir en 2015 un budget de près de 25 millions d'euros avec les entreprises, des grandes, des moyennes, des start-up également qui ont travaillé sur le sujet. Mais il y a d'abord les grandes entreprises, qui sont près de 25 à avoir mis 1 million d'euros chacune. Et puis la troisième idée, c'était la promotion, construire les conditions d'une promotion nationale et internationale. Et donc la promotion nationale, elle est en cours en ce moment, puisqu'on a démarré au mois de janvier une grande tournée dans toutes les villes de France, là, avec un grand barnum, puisqu'on travaille 120 tonnes de matériel et on déploie toutes les semaines dans une ville. C'était la semaine dernière à Reims, et après-demain
à Strasbourg, la semaine prochaine à Dijon, etc. Donc, pendant 6 mois, on fait un tour de France pour faire connaître la candidature aux Français et en même temps construire un comité de soutien. Donc, le comité de soutien compte maintenant 79 000 membres. C'est un gros comité de soutien, mais on a bon espoir d'arriver à 100 000 d'ici quelques jours. Et l'idée de cette tournée, c'est vraiment d'embarquer l'ensemble des Français dans ce projet. Donc chaque semaine, les collectivités, les entreprises régionales, etc., se mobilisent pour nous accueillir et pour vraiment participer à cette dynamique de candidature de la France à une exposition universelle. On terminera cette tournée nationale par une série d'événements à Paris au mois de septembre et octobre, notamment dans les grandes gares parisiennes, et puis on prépare un événement au Palais des Congrès le 17 octobre, où là on clôturera toute cette séquence de mobilisation nationale, et on ouvrira la séquence de promotion internationale, puisque les expos universelles font l'objet d'un vote. C'est comme ça qu'on est sélectionné pour une expo universelle. C'est les pays qui votent, les chefs d'État qui votent. Il y a 170 pays qui sont membres d'une organisation internationale publique, intergouvernementale, qui s'appelle le BIE. Et donc il faut faire une campagne électorale auprès de ces 170 États pour leur présenter la candidature de la France et puis l'intérêt qu'ils auraient à être présents et à voter pour que le monde se donne rendez-vous en France, en l'occurrence en 2025. Voilà, et donc on prépare cette campagne internationale, c'est extrêmement compliqué, et surtout si on veut être singulier dans la manière de promouvoir notre candidature et d'aller au-delà du réseau diplomatique pour vraiment travailler toute une série de sphères d'influence dans les universités, dans les grandes entreprises, dans toute une série de cercles économiques ou dans les milieux artistiques, puisqu'ils ont un rôle important dans ces grandes opérations. Voilà, et donc le point central maintenant, c'est cette configuration très particulière qu'on va présenter demain, qui est en gros sur un mode très nouveau. Hein, l'idée, on est reparti en fin de compte d'une idée du 19e, de 1900, qui est une idée qui n'a pas abouti, qui était le globe de l'Élysée reclus. Ceux d'entre vous qui ont quelques souvenirs de leur livre d'histoire, peut-être de ce géographe, Élysée reclus, un grand géographe du 19e, qui a été le géographe à succès d'Hachette, puisqu'il avait fait cette géographie universelle, cette encyclopédie de la géographie universelle. C'était en même temps un anarchiste, donc très controversé et très en difficulté, même à un moment, puisqu'il avait fait un peu de bagne en Guyane. Mais on avait quand même demandé en 1895 à Élysée reclus, fort de son succès, du succès populaire de sa géographie universelle, de concevoir l'exposition universelle de 1900. Et en fin de compte, le parallèle était entre, bien entendu, l'encyclopédie et une expo universelle, les expos universelles étant un peu la version vivante des encyclopédies, une espèce de grand atlas vivant où tous les pays du monde donnent de l'information et partagent du progrès. Donc, Élysée reclus avait conçu une expo universelle extrêmement particulière en disant, en fin de compte, une expo universelle, c'est d'abord une sphère. Et donc, il avait imaginé une sphère à l'échelle du 1/100 millième, construite en haut de la colline de Chaillot. Donc 1/100 millième, ça fait une sphère de 127 mètres, 130 mètres à peu près, en disant la sphère c'est indispensable pour que finalement les populations prennent conscience qu'on habite sur la même planète. Donc une exposition universelle, c'est d'abord montrer l'objet le plus universel qu'on partage, c'est la Terre, la sphère, la planète. Donc il faut matérialiser l'exposition universelle par une sphère. La deuxième idée, c'est de dire une expo universelle, c'est une expérience unique. Bon, on ne va pas, on lit la classe, on va sur Internet aujourd'hui, donc il faut vivre une expérience, partager une expérience. Et l'expérience du visiteur en 1900, c'était faire le tour du monde. Donc il avait conçu autour de cette sphère une grande promenade hélicoïdale de 8 km, où le visiteur partait du pôle sud et parcourait le monde comme ça. La sphère était à double pot, et on serait redescendu par l'intérieur du globe, avec ce grand vide, le plus grand vide jamais imaginé à l'échelle d'une sphère de cette taille-là. Et là, la voûte céleste était reconstituée à l'intérieur de ce vide, et donc on avait l'expérience de la Terre et du ciel dans le projet d'Élysée reclus en 1900. Et puis la troisième idée, c'était l'idée que les pays ne soient pas isolés dans un pavillon, mais que les pays contribuent par leurs travaux sur la part de territoire de la sphère. D'où l'idée d'une sphère au 1/100 millième, qui permettait d'avoir une échelle et des nuances sur le relief qui permettaient à chaque pays de s'exprimer par la part de territoire qui lui incombait.
Et donc l'idée de l'Élysée Reclus, c'était d'en faire, pour longtemps, prenez l'exemple de la Tour Eiffel qui avait été faite en 1889, l'objet d'atlas vivant pour le monde de la géographie, de la culture et du progrès. Voilà, et ce projet n'a pas été choisi. Il y avait deux projets en compétition, et un projet plus traditionnel pour l'époque qui était le Grand Palais, Galerie des Machines, le Petit Palais, Palais des Beaux-Arts, et puis le pont Alexandre III et un certain nombre d'aménagements autour. Et en fin de compte, il y a quelques années, j'ai découvert les travaux d'Élysée Reclus, et j'ai trouvé que c'était vraiment qu'il y avait eu raison avant l'heure dans cette analyse et cette approche des expositions universelles, mais que probablement les ingénieurs de l'époque n'avaient pas votre talent, et donc le coût de son projet était rédhibitoire par rapport au budget et aux possibilités de lever des fonds pour l'expo universelle. Et donc on a relancé l'idée de faire l'expo 2025 sur le mode de la sphère d'Élysée Reclus. Et donc c'est le projet qu'on présente demain, c'est-à-dire un globe au 100 millième, toujours pas eu de globe au 100 millième qui ont été construits. Et ce globe au 100 millième aura cet avantage, c'est que les contenus ne seront pas les contenus proposés par les États ou les pays, ce sont des contenus que l'ensemble des populations du monde entier pourront envoyer sur le globe. Et donc c'est un globe connecté, c'est une sphère connectée, c'est une sphère en réalité augmentée, sur le modèle un peu de ce que Wikipédia est devenu aux encyclopédies. C'est un objet collaboratif, un système de contribution mondial. Et donc on a construit ce projet, et on le présentera demain avec les premières vues, les premières analyses de flux et d'organisation spatiale, comme étant le plus grand globe, un globe connecté, avec une expérience visiteur tout à fait inédite, puisqu'il y aura, à l'instar du projet d'Élysée Reclus, expérience extérieure et une expérience intérieure, avec notamment cette idée du vide extrêmement spectaculaire et d'animation de la partie intérieure de la peau du globe par rapport à sur ce vide. Et donc autour de cette sphère, on a conçu un village d'une 50aine d'hectares sur lequel les pays disposeront de modules qu'ils pourront pendant 6 mois occuper, animer, faire varier dans l'usage, pour aussi préfigurer une architecture beaucoup plus modulable, beaucoup plus polyvalente, beaucoup plus souple. Ceux qui s'intéressent à l'architecture auront vu qu'il y a toute une école qui a reçu le prix Pixel cette année sur l'évolution de l'architecture, en disant on a une architecture d'usage et moi une architecture de symbole, moi une architecture qui a cet usage unique qui est aujourd'hui un peu le défaut encore de l'architecture. Et donc on a construit cette idée d'un village complètement modulable autour, où les pays sont traités à un pied d'égalité, puisqu'ils ont tous un module ou 2 modules, et que ces modules peuvent être travaillés de manière différente, selon qu'on est dans la journée, le soir, qu'il y ait une thématique pendant la semaine sur l'exposition universelle, etc. Et donc, à la fois le globe connecté, tout ce village que les pays peuvent investir autour, sont 2 expressions nouvelles d'une exposition universelle complètement revue, et extrêmement innovant, très connecté, et en même temps très polyvalent, très développement durable aussi, puisqu'il y a dans cette configuration énormément d'économies sur l'espace. On propose de réaliser l'expo universelle sur un site de 50 hectares, alors que Milan, pour ceux qui y ont été cette année, c'était un site de 120 hectares, et que Shanghai, en 2010, c'était un site d'à peu près 450 hectares. Et donc on renoue aussi avec les sites des expos du 19e, puisque le site de l'expo de 1900, elle faisait à peu près une 50aine d'hectares et il avait permis d'accueillir à l'époque 52 millions de visiteurs, ce qui montrait aussi l'intelligence dans l'agencement, dans l'aménagement et dans la gestion des flux à l'époque. Voilà, et puis enfin l'expo universelle est construit sur cette idée d'investir également les grandes métropoles françaises. Donc il y a un réseau d'une 12aine de villes qui sont mobilisées et qui sont à nos côtés dans cette candidature, pour accueillir ce qu'on appelait des forums thématiques, des thématiques particulières, comme la connaissance, l'espace, l'environnement, etc., seront dispersés dans les grandes métropoles françaises, ce qui nous permet d'ouvrir l'expo sur toute la France, ce qui nous permet aussi de revisiter un élément d'innovation, qui est la gestion des mobilités, qui nous est bien sûr opposé en disant que ça va poser pas de mobilité que de répartir l'expo sur tout le pays. Mais ce qui est en même temps intéressant dans ce type d'opération, c'est que ce sont les impossibilités de départ qui font la trajectoire d'innovation. Si on me disait aujourd'hui, tout ce que vous dites c'est possible, je pense que je pourrais remballer mes cartons, ça ne serait absolument pas dans l'idée d'une expo universelle, ce serait l'idée d'un salon ou d'un événement de ce type-là.
quand on dit aujourd'hui tout ce que vous dites c'est impossible ou pas loin d'être impossible, ça veut dire qu'on est plutôt dans la bonne direction. Ça veut dire qu'on a 8-9 ans et tous les outils de crowdsourcing ou d'innovation pour vraiment construire les conditions de vraiment faire une expo universelle qui est préfiguratrice, qui est innovante et qui nous permet de revisiter justement les grands défis du XXIe siècle. Voilà, et donc le sujet, on a présenté aussi le modèle économique de l'expo, c'est un budget d'à peu près 3,5 milliards, autofinancé. On vient de terminer des travaux qu'on avait menés avec un groupe d'économistes et de banquiers et les équipes de Deloitte sur comment construire finalement une innovation économique aussi dans un projet d'exposition universelle, dans le même esprit des expos du 19e. Donc le projet lui-même a cette vertu d'ouvrir un autofinancement et de ne pas dépendre de l'acteur public et de sa générosité et de ses travers de temps en temps quand on va trop lui demander de s'occuper de tout, comme malheureusement on le fait trop souvent dans notre société, dans notre économie et dans notre vie politique. Voilà, donc on est aujourd'hui dans cette trajectoire. On déposera dans quelques semaines, le président de la République introduira auprès du Bureau international des expositions la candidature française sur ce modèle. J'espère que la main ne tremblera pas au dernier moment, parce qu'il y a une audace dans notre candidature. On n'est pas dans une candidature conventionnelle, mais le deal, entre guillemets, avec le président de la République et le Premier ministre, on a eu 2 ou 3 reprises l'occasion d'en parler en tête-à-tête, et c'est de dire qu'il faut mieux prendre le risque de perdre sur une candidature innovante, plutôt que gagner, prendre le risque de gagner sur une candidature conventionnelle, parce qu'un pays comme le nôtre n'a rien à gagner à une candidature classique, d'autant que celle qui... l'expo universelle de 2020, celle qui sera juste avant, ce sera l'expo de Dubaï, qui est une expo qui va être sur un vieux modèle, avec beaucoup d'argent. Et donc, si on est sur un vieux modèle avec peu d'argent, il est sûr que voilà, la France n'en tirera pas à bénéfice. Donc il faut qu'on soit dans cette rupture, dans cette innovation, dans ce basculement de ce que sont les expositions universelles et de ce que pourrait être cette innovation en France, sur laquelle on est d'autant plus légitime que c'est la France qui a quasiment inventé les expositions universelles. Et ces grandes foires qui avaient été créées par la France au XVIIIe et qui ont été repris par les Anglais en 1851. Avec le Crystal Palace, c'est la première expo universelle. On avait loupé le coche, on a fait la deuxième en 1855, mais il est clair que voilà, la France a été probablement pionnier dans cette idée des grands moments de rencontre avec le monde pour partager le progrès, l'innovation et à l'époque l'industrie. Voilà, en quelques mots et en ces quelques idées. Merci beaucoup pour cet exposé qui nous ouvre des perspectives. Le moins qu'on pourrait faire, ça serait peut-être de se rapprocher de votre comité de soutien. Je ne sais pas comment on fait, mais certainement que votre entourage nous expliquera. Et on pourrait faire remonter l'idée à notre niveau national. Nous avions récemment, il y a 2 ou 3 semaines, notre journée nationale de l'ingénieur, où le philosophe Klein nous parlait du progrès et de l'innovation. On serait tout à fait dans le, comment dirais-je, dans le thème. Je ne sais pas si vous avez le temps de prendre des questions. Voilà, j'ai 3 minutes. Vous voyez, 3 minutes. Est-ce que quelqu'un... Oui, là-bas. Répondre à une question ou deux. Monsieur en jaune, là-bas. Oui. Oui, je suis emballé par votre présentation. Chapeau sur l'esprit que vous voulez mettre à cette exposition. Merci. Et puis aussi sur le financement. Enfin, tout me paraît original. J'ai pas de question. Je vous mets juste en garde sur le poids social, comme dirait Bourdieu aujourd'hui, sur le plan international, où il y a certains pays qui veulent se centrer sur eux-mêmes, et ces pays-là, que je ne citerai pas, en Europe centrale, etc., un petit peu partout dans le monde, où c'est un peu le nationalisme qui voudrait diriger, etc., etc. Donc s'ils n'ont pas leur pavillon, comme on dit, entre guillemets, ils ne vont pas être d'accord avec l'esprit de votre exposition. Donc je dis, faites gaffe. Voilà. Ayez des arguments qui vont contre cet esprit-là, quoi. Voilà, c'est tout. Deux éléments. D'abord, voilà, les associations d'ingénieurs ont probablement effectivement un rôle à jouer dans la mesure où ces opérations sont des grandes opérations d'innovation dans tout ce qui fait la technique, la technologie, les sciences et
et d'autres domaines. Donc voilà, vous pouvez dans un premier temps aller sur le site expofrance2025.com et puis soutenir, et si vous avez des idées, les donner. Sur les pays, vous avez raison, c'est un sujet, il faut que les pays puissent s'y retrouver. Donc c'est la raison pour laquelle il y a ce village néanmoins qui est construit autour, où tous les pays ont des modules. On ne les invite pas à s'exprimer tant sur le contenant, mais plutôt sur le contenu. Donc l'idée c'est de dire, voilà, un pays doit avoir sa base arrière, elle doit avoir son lieu dans l'exposition universelle, même si au début on avait plutôt tout conçu sur un mode plus de partage qu'un mode. Mais pour cette raison, et en ayant trouvé cette idée d'un système modulable, chaque pays aura son module. Comme les modules sont assez standards, la créativité et l'hospitalité devront être les deux sujets stratégiques de réflexion. Les pays ne pourront pas se contenter de faire un pavillon avec une architecture qui est la leur et audacieuse, puis de dire, bon voilà, c'est fait, on a fait le job et on y est. Et ils auront un espace. Et pour faire vivre cet espace, c'est plutôt l'accueil, l'hospitalité, et la créativité, la culture, la fête, tout ce qui fait finalement la chaleur et la convivialité, la qualité de la relation entre les peuples, qui devront être les leviers. C'est une manière aussi de mettre un peu ces pays devant leurs responsabilités, c'est-à-dire sortons de la logique qui avait été la logique de l'Expo internationale de 1937 à Paris, où cette idée des grands pavillons pour les grands pays puissants avait été introduite, où il y avait des pavillons allemands et des pavillons russes soviétiques qui se faisaient face, et qui auraient le plus grand, le plus beau, le plus clinquant, le plus impressionnant. Les expos universelles sont un peu devenus ça. C'est un exercice de géopolitique, où un grand pays a un grand pavillon, un petit pays a un petit pavillon, et on montre sa puissance. Et donc en mettant ce qui est la charte du Bureau international des expositions, tous les pays à un pied d'égalité, en leur donnant un module de 500 ou 1000 m², et en leur disant le sujet maintenant, c'est pas de matière et d'architecture, le sujet c'est d'occuper ce module, de faire vivre le matin, le soir, pendant des grandes semaines thématiques de l'expo universelle. On met les pays devant cette idée, voilà, qu'une expo c'est un partage, c'est un moment où on communique, où on rencontre les gens, c'est pas un moment où on monte ses muscles. Voilà, désolé de vous quitter un peu vite, mais j'ai cette réunion demain. C'est un peu pour ça où on présente à tous les députés et aussi tout un tas d'acteurs et à la presse cette nouvelle configuration. Donc j'ai un petit peu de calage à faire pour le prochain. Merci de votre attention. Peut-être une question. J'espère que tu sauteras l'époque Cayenne, contrairement à l'époque. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Bon, c'est la connaissance, passion pour cette période de l'histoire, ce grand levier de l'ère industrielle, qui est en même temps un sujet de chaos politique, géopolitique. C'est intéressant cette période extrêmement perturbée, très chaotique, parce que quand on arrive à innover et à progresser et à avancer dans des périodes où tout l'écosystème est perturbé, ça veut dire qu'il y a vraiment une énergie formidable. Et donc, aujourd'hui, on a un peu, pareil, des troubles géopolitiques, un pays qui doute, qui a peur de lui-même, beaucoup de fermetures, alors que le paradigme se déforme m'a intéressé, et puis le projet a démarré. Et ça fait depuis 2010. Je me rappelle, en 2010, là, un soir en juillet, j'ai fait un petit communiqué de presse en disant pourquoi pas une expo universelle en 2025, et puis voilà, maintenant c'est sur les rails, donc c'est pour gagner. Bravo. À bientôt. Pour ceux que ça intéresse, il y a 3 groupes de soutien. Il y a un soutien grandes entreprises, il y a un groupe avec les PME, PMI, il y a un groupe écoles et indépendants ou sociétés savantes. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez voir, et les gens, pour faire la propagande autour de vous, voilà, il y a 3 groupes de membres qui soutiennent le projet. Voilà.